passe la parole à Michel Bourguin qui ouvrira, je pense, des pistes pour Pleine Commune. Alors, quelques mots, j'ai noté, moi j'interviens en tant que politique. Je suis donc président de l'Agence locale de l'énergie, vice-président chargé d'écologie urbaine à Pleine Commune. Et donc il me revient de vous dire quelques mots sur comment Pleine Commune se positionne par rapport à toutes ces discussions. Tout d'abord, le contexte culturel, ça a été évoqué, culturel au sens culture constructive de Pleine Commune. Ça a été dit, notre territoire est un territoire pauvre, peuplé de personnes pauvres, des revenus pauvres, financièrement, de notre riche par ailleurs, culturellement et sur bien d'autres aspects. Mais l'ensemble des intervenants ont des soucis, des intervenants constructifs, et en particulier les maîtres d'ouvrage publics, ont eu très longtemps le souci de remplir au mieux les urgences sociales avec des effets les plus économes financièrement pour les locataires ou pour les contribuables. Et donc cette culture, je dirais, de l'économie dans un environnement productiviste doit se comprendre en rapport avec notre contexte. Ensuite, on a évolué. Dans les années, quand la communauté s'est réalisée, a été montée, dans les années 2000, 2001, 2002, nous avons mis au point, après 2 ou 3 années de travail, le plan climat-énergie territorial, qui a déjà sensibilisé nos élus à ces grandes dimensions du climat et de l'énergie qui n'étaient pas encore très, très connues et sur lesquelles il y avait pas mal de résistance. Mais enfin, on a enfoncé un petit coin dans la conscience et nous avons obtenu la fixation des objectifs 3 x 20, c'est-à-dire 20% d'économie d'énergie, 20% de gaz à effet de serre émis en moins et 20% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. Objectif assez élevé, et surtout pour le troisième objectif. Ensuite, nous avons décliné ce plan climat-énergie territorial par divers documents, et en particulier la charte qualité construction neuve. C'est de la charte qualité construction neuve qui est venu l'objectif de réaliser 15% des logements en bois. Alors cette charte qualité construction neuve, en vérité, elle s'applique au logement. Et il est tout à fait pertinent, une réflexion, qu'on doit développer ça ailleurs dans le bâtiment. D'ailleurs, il y a une charte qualité de construction des bâtiments. Là, je me tourne vers la personne qui était là tout à l'heure, je ne sais pas, du secteur économique de Pleine Commune. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un là? Sandra, oui, vous êtes là, hein, c'est bien ça. Donc, il y a bien une charte qualité de construction pour le tertiaire. Et puis, nous avons mis à travail la mise au point de la charte qualité pour la réhabilitation. Autre déclinaison, la création de l'Agence locale de l'énergie, c'est venu après. Voilà, il a fallu convaincre naturellement, faire évoluer les esprits et obtenir ce qui était inscrit dans le plan climat-énergie territorial, mais ça demandait une décision avec des engagements financiers, réunir les partenaires, et je voudrais remercier l'ensemble des partenaires qui ont contribué, qui contribuent aujourd'hui encore à la tenue de l'agence locale pour l'énergie et le climat, sur le plan financier et sur le plan intellectuel et pratique, puisque nous avons ICAD, ici représentant ICAD, qui est un des actionnaires, non, des contributeurs de l'Agence locale de l'énergie. Un autre volet était suggéré par Patrick Vassallo. C'est un point d'appui très important, vous avez entendu, donc il faudra lui rappeler, au cas où il l'oublie. Il a suggéré qu'en tandem, lui et moi, nous proposions une délibération au sein du Conseil communautaire pour faire en sorte que la construction bois, que les 15%, on prenne toutes les dispositions en quelque sorte, que l'objectif des 15% soit tenu. Ce n'est pas simple. Alors j'ai inclus dans cette délibération, enfin j'ai retenu, pardon, mais si jamais j'ai oublié des éléments, vous me le rappellerez, intégrer l'approche collaborative dans les appels d'offres. Développer le partenariat avec le secteur de l'activité économique de Pleine Commune pour le développement de la filière, y compris jusqu'à la formation.
utiliser à bon escient nos contreparties en matière de garantie d'emprunt. Quand il y a par exemple des constructions réalisées par des opérateurs HLM, privés ou publics, autres que même PCH d'ailleurs, eh bien, nous avons mis en place progressivement des contreparties aux garanties d'emprunt qui sont données par les collectivités, et là il faudra qu'on approfondisse la question de l'usage du bois. Et c'est vrai également dans la réhabilitation, dans les deux PNRQAD qui existent sur la communauté d'agglomération. Ensuite, dans la commande publique, de pleine commune bien entendu, puisque c'est son ressort, et puis si possible, par jeu d'influence dans les communes. Ça existe déjà, ça a été évoqué, mais là, pour atteindre les 15%, il faut passer la surmultiplier. Et puis, j'ai noté également faire cheminer le mieux disant dans les appels d'offres, c'est-à-dire, alors, on est déjà sur ce chemin-là, hein. Il ne faut pas non plus être tout blanc, tout brun. On n'est pas arrivé, il y a eu une évolution très importante. Le moins 10 ans, ça a été évoqué, beaucoup de maîtres d'ouvrage publics sont dans le moins 10 ans. Financier, ce n'est pas toujours le cas, hein. Et en particulier, aussi bien pour PCH que pour la communauté d'agglomération, nous avons des objectifs qualité, mais nous avons certainement à progresser sur la question du bois. Voilà quelques-uns des éléments que j'ai pu retenir et qui nous seront précieux pour faire avancer une délibération au sein de la communauté d'agglomération. Je voudrais également vous dire que je retiens de cet échange que la LEC se voit confier une mission nouvelle. Pour l'instant, nous avons exploré le sujet, une technique bien documentée apparemment, qui est un bon outil de vulgarisation, mais qui va nous obliger à faire du service après-vente, si je peux dire. Et s'il y a des volontaires pour constituer un club construction bois sur le territoire de pleine commune, qui pourrait donner un avis, etc., sur la filière, tout ça, on appuie tout ce que je dis précédemment, et bien, ce sera bienvenu, on pourrait fixer ça avec le directeur, donc qui est des charges de l'agence. Dernier point, je pense que, vous savez que nous avons un rendez-vous très important en décembre 2015, qui est la conférence mondiale sur le climat, qui va se dérouler sur notre territoire, au Bourget, de façon précise, et sur lequel, naturellement, il y a des enjeux très très importants, et lors que ça se passe sur notre territoire, nous sommes obligés d'être accueillants vis-à-vis de nos hôtes. Nos hôtes ont une responsabilité. Alors, il y a plusieurs types d'hôtes. Il y a d'abord ceux qui vont dans la conférence avoir la lourde responsabilité de prendre des engagements. Je ne vous fais pas le dessin, vous êtes ici tous des spécialistes. La dérive climatique est une bombe qui n'est plus à retardement, qui est une bombe en cours sur l'ensemble de la planète et qui va s'accélérer de façon immaîtrisable. Et donc, il est plus qu'urgent qu'il y ait des engagements sérieux, mesurables et sanctionnables. Voilà. Ce sont les trois horizons de la réussite de la COP 21 dans un environnement culturel, là, pour reprendre toujours le même sens du mot culture, qui n'est pas du tout favorable, puisque les crises qui se développent un peu partout sur la planète, eh bien, renforcent les égoïsmes, et puis c'est le chacun pour soi, et puis on va chercher ici du gaz de schiste sans se soucier des questions environnementales et autres, et puis bien d'autres aspects encore qui se développent sur la planète. Donc, un rendez-vous important va être pour connaître les intentions des uns et des autres, les intentions réelles, pas celles qui sont affichées. C'est la COP 20 à Lima en décembre de cette année. Et si vous avez un petit peu de temps, il se trouve qu'à l'île Saint-Denis, nous allons réunir pour l'Île-de-France 2 jours l'ensemble des parties concernées pour voir ce qui va se passer à la COP 20 de Lima et ouvrir des discussions sur la mobilisation générale pour la COP 21. Et c'est précisément sur cette mobilisation générale que je voudrais terminer. Nous avons déjà lancé l'idée avec l'agence de constituer un réseau de sentinelles du climat. Par sentinelle, ce n'est pas simplement ceux qui observent, mais c'est aussi une façon indirecte de dire à la fois observer et agir. Et si parmi vous, certains veulent faire partie du club,
pas encore réunis à ce rang, mais qui devrait être fait dans les jours qui viennent. Voilà, si je renouvelle la commande publique au directeur, donc en octobre si possible, de façon à ce qu'à côté des collectivités qui vont s'engager, j'entends Pleine Commune et les 9 communes, à côté des associations, à côté des citoyens, à côté d'autres collectivités territoriales, le Conseil général, bien entendu, le Conseil général, tout le monde devrait, enfin toutes ces personnes, toutes ces institutions devraient travailler et converger pour mobiliser au plus largement possible les concitoyens pour exercer une pression pacifique, je vous rassure, sur les décideurs, j'entends décideurs politiques, économiques, pétroliers et autres, pour qu'ils prennent des engagements sérieux à la fin de cette COP 21. Voilà, donc il y a un gros travail à faire, mais je pense que les enjeux que vous mesurez certainement sont à la hauteur de nos responsabilités pour mobiliser le plus largement possible toute la société civile, j'y inclus les professionnels du bâtiment, bien entendu, en première ligne. Voilà, donc si vous souhaitez vous joindre à nous sous quelque forme, pour l'instant c'est un appel à coopération, collaboration, eh bien on trouvera les voies et moyens pour que chacun puisse trouver les chaussures à son pied et contribuer à la mobilisation de la société civile qui, avec les collectivités territoriales, sera en mesure de contraindre, je reprécise pour l'enregistrement pacifiquement, les conférenciers de prendre des décisions qui soient à la hauteur, qui soient donc chiffrables, mesurables et sanctionnables. Je vous remercie.